édition de notre plateau télé Caractère. On est très heureux de vous retrouver. On va parler aujourd'hui du monde de l'emballage. On va s'intéresser à l'emballage en carton compact. On a trois tables rondes à vous proposer au cours de l'après-midi, au cours desquelles on va chercher à vous donner un aperçu des grandes dynamiques du marché de l'emballage en carton compact. Pour cette première table ronde, on a voulu prendre une vision haute et vous donner une idée des grandes tendances, des grands enjeux du marché de l'emballage aujourd'hui. Et pour ça, j'ai trois spécialistes qui sont avec moi en plateau. Jean-Marc Lebar, vous êtes actionnaire des cartonnages Lebar. Vous êtes dans Lyon et vous êtes spécialisé dans les boîtes en carton compact pour la pâtisserie, la confiserie et l'alimentation hors portée. C'est bien ça ? Tout à fait. Vous êtes aussi président de la Fédération du cartonnage. Bonjour et bienvenue. Merci. Camille Viau, vous êtes directeur général d'ASV Packaging. Vous êtes à Châteauroux et vous avez des sites de production au Mans et à Valence. Et vous êtes dans les étuis et les boîtes pliantes pour l'industrie agroalimentaire. Bienvenue également. Merci pour l'invitation. Et puis Richard Morali, vous êtes dirigeant de SB Graphique, vous êtes en région parisienne. Et vous êtes vice-président du GMI, groupement des métiers de l'impression. Tout à fait. Alors vous, à la base, vous êtes imprimeur commercial. Vous êtes une imprimerie de labeur, et puis vous avez choisi de vous diversifier dans différents domaines connexes, comme l'étiquette sèche, la PLV, et puis maintenant l'emballage. Et dans un instant, vous nous parlerez un petit peu de cette diversification. Mais avant ça, Jean-Marc Lebar, j'ai envie de démarrer avec vous. Où en est le marché du packaging aujourd'hui ? On sait qu'il y a eu des très belles années jusque vers 2018-2019. Qu'est-ce qui s'est passé après ? Et qu'est-ce qui s'est passé après et où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Donc, on avait un marché qui était en développement régulier jusqu'en 2019. Après le trou d'air du Covid, le marché a connu une expansion extrêmement rapide, comme elle n'avait jamais connu historiquement. Qui a duré pendant 2 ans et demi, et depuis la mi-2023, la rivière rentre dans son lit. Donc on a l'effet inverse, une période où la profession en général n'était pas capable de livrer les clients tellement la demande était forte, et la profession pendant cette période a investi pour faire face à cette demande. Aujourd'hui on a une profession qui est plus forte en capacité et une demande qui ressemble plus à celle d'avant. Donc il y a un effet ciseau qui est plutôt négatif là. Qui rend les choses plus compliquées. On est en surcapacité aujourd'hui ? L'ensemble des producteurs sont en surcapacité. D'accord. Donc ça c'est assumé. C'est assumé. En plus, monsieur qui est là en est la preuve vivante. Comme le marché était demandeur, beaucoup de gens sont tournés vers des imprimeurs en disant « j'ai un cartonnier mais il ne me livre pas, fais quelque chose pour moi ». Et les imprimeurs ont dit « pas de problème, on va acheter des machines ». Ils sont donc rentrés sur un marché qui était très demandeur, et plus ou moins en caricaturant, quand ils ont reçu les machines, le marché n'était plus demandeur. D'accord. Camille Viau, vous m'expliquez, quand on a préparé cette table ronde, que les transformateurs de carton compact ont plutôt tendance à se regrouper, à se concentrer, que les fabricants de carton se concentrent eux aussi, et que l'enjeu pour une entreprise comme la vôtre, je crois que vous êtes un peu plus de 200 personnes, je crois. Tout à fait. Donc l'enjeu pour une entreprise comme la vôtre, c'est de rester indépendant dans un marché qui se concentre. C'est bien ça ? C'est tout à fait ça. On parlait de 2019, le Covid. Très rapidement, les volumes ont explosé et les cartonniers, eux, se sont consolidés. Aujourd'hui, les 5 majors détiennent 90% du marché du carton plat en Europe, ce qui veut dire clairement qu'il y a peu d'interlocuteurs et que les sources potentielles se sont restreintes. Là-dessus, si on regarde tout simplement, et ça fait encore la une tout dernièrement, DS Smith et IP ou Smurfit et Westrock, on voit bien que les géants mondiaux deviennent de plus en plus grands. Et face à ça, pour faire le lien de proximité avec nos clients, il faut absolument qu'on reste indépendant. Jean-Marc Lebar, vous avez touché le sujet un petit peu tout à l'heure. On a vu un certain nombre d'imprimeurs commerciaux qui se sont intéressés
au marché de l'emballage et qui ont vu ça comme une possible diversification d'activités. Vous en voyez beaucoup ? Alors, on en voit beaucoup qui continuent d'investir. C'est-à-dire, quand on regarde les informations sur des nouveaux investissements, je dirais que dans les machines de cartonnage, dans ce que je vois, 80% des machines qui sont installées en 2024 sont installées chez des imprimeurs qui veulent devenir des packagers ou des entreprises de packaging. D'accord, donc il y a une vraie tendance. Il y a une vraie tendance, d'abord parce que le métier du packaging était plus rentable en moyenne, si on regarde les centrales de bilan, que le métier de l'imprimerie. Donc, il y a une attirance normale à aller vers un métier qui pourrait être plus rémunérateur. Vous parlez au passé, c'est moins le cas aujourd'hui ? Je parle au passé parce que les courbes de rentabilité ont changé dans la profession en fonction des enquêtes que nous fait la Banque de France. On a eu 2 années où, globalement, la production de carton plat a gagné 2 points d'EBITDA, ce qui est énorme, enfin, comme variation, c'est 20 ou 30%. Je ne suis pas sûr que ça va durer longtemps. Richard Morali, je me tourne vers vous. Alors, racontez-moi, comment est-ce que vous avez été amené à prendre ce virage vers le packaging et comment ça s'est passé ? En fait, on a toujours été à l'écoute de ce qu'on pouvait apporter à nos clients et développer des secteurs dans lesquels on n'était pas. On était imprimeur labeur classique, après on s'est mis à l'impression UV. À l'époque, c'était pas encore la mode. À l'époque, c'est pas UV LED, tout ça, donc on était dans l'UV traditionnel. On a vite compris pourquoi les imprimeurs ne voulaient pas se mettre dans l'UV, parce que c'est quand même encore un autre métier, de travailler du plastique, du PVC, du polypro. Puis à chaque fois, on s'est mis à la sérigraphie, parce que c'était en complémentarité avec l'ensemble du produit. Et puis récemment, un de nos clients importants nous a demandé de maîtriser l'ensemble de la chaîne. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on imprimait, on découpait, ou alors on laissait la découpe à la personne qui allait faire le pliage-collage, mais on n'avait pas tout le reste, la dorure, le pliage-collage. Donc on a investi un peu pour ce client en particulier. Et puis ensuite, on s'est dit, on a le matériel, on va aller un peu plus loin. Et comme on a en amont toute la partie, je dirais, lourde, c'est-à-dire la machine à imprimer, quand même c'est un investissement important, les Bobst, il nous restait à investir dans une machine à dorer et puis une plieuse-colleuse. Mais ça ne veut pas dire qu'on va concurrencer les grands acteurs. C'est un service complémentaire, supplémentaire. On est en train d'apprendre. On est débutant. On n'arrive pas en terrain conquis. Mais l'idée, c'est de proposer, alors toujours dans une démarche. C'est le grand mot, c'est la grande tendance, c'est une démarche RSE. L'idée, c'est de ne pas faire 5 allers-retours chez un confrère, mais de tout faire en interne et de limiter le bilan carbone du produit. Parce qu'aujourd'hui, on propose à nos clients un bilan climat-calque de chaque produit. Ouais. Donc, dans ce cas-là, on a un bilan plutôt positif. Donc, en fait, vous imprimiez déjà des emballages et vous avez investi pour compléter la partie finition. Beaucoup de cartonniers n'étaient pas tous très bien équipés en impression. Du fait, comme peut-être vous l'avez très bien dit, que c'est la machine la plus chère et, c'est l'investissement qui est la plus complexe à maîtriser. Voilà. Et ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, la plieuse-colleuse, c'est facile à maîtriser. On apprend, on s'adapte, on essuie un peu les plâtres en ce moment, mais c'est très intéressant. Et puis c'est aussi pour l'intérêt du travail, dans un nouveau secteur, sans lâcher le reste, parce qu'on n'est pas en train de tout transformer, pour tout mettre dans le packaging, mais c'est toujours intéressant, et pour les équipes, et pour les dirigeants, d'avoir des nouveaux produits. Alors c'était il n'y a pas très longtemps, je crois. Ça fait combien de temps que vous avez pris ce virage ? Ça fait quelques mois, mais on faisait déjà ces travaux-là pour nos clients, mais sans aller jusqu'au bout. Ouais. C'est l'idée principale, en fait. D'accord. Et alors, vous avez peu de recul, mais quel bilan vous en faites aujourd'hui à ce stade ? Ça valait le coup ? Ah oui. Ouais. Oui, ça valait le coup, pas aujourd'hui financièrement, attention, mais c'est dans l'aventure. C'est un autre secteur. Ça nous donne la même impression que lorsqu'on s'est lancé, je donnais l'exemple tout à l'heure, dans l'UV ou dans le très grand format en E7. Il a fallu s'adapter, il a fallu consacrer du temps, quelques nuits, beaucoup de galères, et puis on arrive à quelque chose qui peut être très satisfaisant. Donc c'est une valeur ajoutée, on en parlait tout à l'heure, à apporter à la société, quoi. Il y a une question de confiance aussi, d'accompagner votre client. Exactement. C'est aussi une question de confiance réciproque qui est important aujourd'hui dans notre cœur de métier, qui est l'emballage, avec une grosse flexibilité. Et ça fidélise. Donc beaucoup d'avantages, en fait.
Pour l'instant. Alors moi, ce que j'entends beaucoup dire, j'ai beaucoup de voix qui me disent attention, faire de l'emballage, c'est pas quelque chose qui s'improvise. Il suffit pas de s'équiper en matériel. Il y a tout un apprentissage à faire. C'est un métier qu'on n'acquiert pas du jour au lendemain. La courbe d'apprentissage, elle est si raide que ça ? Il ne faut pas hésiter à s'entourer de formateurs. Là, le budget formation, il passe énormément là-dedans, et de bons formateurs. Et puis, il faut savoir dire, ça, on ne sait pas faire. C'est comme en toute chose. Donc, on ne va pas aller prendre tout et n'importe quoi. Il faut savoir adapter notre offre au matériel et à nos connaissances. Et vous avez recruté du monde pour faire ça ou vous avez... Non, on a tout fait en interne. D'accord, donc vous avez formé les gens chez vous. Il y a plusieurs personnes qui sont formées. Alors nous, en même temps, avec mon associé, on se forme aussi. Mais franchement, c'est motivant. C'est un beau secteur. Ok. Alors il y a un autre sujet dont on parle beaucoup à l'heure actuelle, c'est celui des emballages éco-conçus. Et on parle du remplacement du plastique par des emballages carton ou des emballages papier dans les produits de consommation. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a une tendance, Jean-Marc Lebas ? Alors, au niveau, là je parle non pas de mon entreprise, mais de manière générale au niveau de la profession, on a été tous énormément poussés en 2021 sur la transition plastique-carton, qui était vraiment le truc dont tout le monde parlait et où les spécialistes parlaient de volumes très importants de transition. Ça s'est mis en place, ça continue à se mettre en place sur la poussée d'acheteurs qui veulent sortir le plastique de leur gamme, principalement chez des gros acheteurs qui ont des services propres RSE importants. Donc le trend long va se poursuivre. Ce qui a modifié la courbe d'expérience, c'est qu'on a eu ce qu'on appelait le phénomène de l'hyperinflation suite à la sortie de Covid, qui fait qu'aujourd'hui le consommateur final, donc le client du client de notre client au bout d'un certain temps, recherche le coût le plus bas. Or le carton, quelle que soit la qualité de l'entreprise qui le transforme, ça vaut entre 3 et 6 fois plus cher que du plastique. Donc, on a une petite période où on a beaucoup développé plein de choses parce que c'est beau, le carton c'est beau, vous avez derrière vous des jolies photos, on sait faire des choses en carton. Et aujourd'hui, les gens nous disent c'est beau, mais c'est cher. Donc je pense que transition il y aura, et nous personnellement nous continuons à travailler sur des réalisations de matériaux qui permettent de remplacer le plastique dans ce qui est aujourd'hui des plastiques pelliculés. On y arrive, mais la courbe d'expérience sera plus longue. D'accord. Donc il y a un aspect marché et puis il y a un aspect technique. On n'a pas forcément encore les produits, les matériaux. Il n'y a rien de mieux que le plastique. Il faut être honnête, je suis cartonnier et président de la Fédération du cartonnage, et je vous dis, rien de mieux que le plastique. Financièrement. Même les capacités, les capacités mécaniques et tout ça. La scellabilité, plein d'avantages. Donc il faut qu'on progresse pour avoir les mêmes avantages, ou le maximum d'avantages du plastique, et qu'on arrive à le faire dans un coût qui soit le plus raisonnable possible. D'accord. Mais excusez-moi, mais il y a quand même la dimension écologique. Oui. On parlait Bien sûr. Ça joue aussi. Alors, les grands groupes ont des services RSE. Oui. Ça dépend. Qu'en est-il ? Vous avez des grands groupes qui ont dit il ne faut plus de plastique chez nous. J'en connais un. Et vous avez des gens qui disent il en faut moins. D'accord. Et il y en a, je suppose, qui disent on ne veut plus de plastique à condition que l'alternative ne soit pas trop chère. Ah ben, si vous acceptez de revenir un tout petit peu en arrière, avant le Covid, etc., on était tous chez nos clients en disant il faut des matériaux écologiques, etc. Les services achats répondaient vous avez raison, dès que vous serez au prix du plastique, on bascule là-dessus. Bien évidemment, on ne savait pas faire. Ouais. Ensuite, les gens ont été poussés par le vent de l'histoire et certains ont accepté d'acheter des produits 3, 4, 5, 6 fois plus chers que ce qu'ils achetaient en plastique parce qu'au bout de la chaîne, il y avait un consommateur qui acceptait de payer le surcoût. Ça
c'était 2021 par là, C'était avant la crise de l'hyperinflation. Mais d'une manière simple, vous êtes dans un linéaire chez Carrefour au niveau de l'alimentation, la pâtisserie et le reste. Il y a une période, il n'y avait que du plastique, et puis il y a eu 50% de carton, 50% de plastique, et il y a maintenant 90% de plastique. Ouais, je comprends. Alors, il y a des imprimeurs qui ont des solutions. C'est votre cas, Camille Viau. Vous avez conçu un emballage alimentaire en carton, en alternative à la barquette plastique. Est-ce que vous voulez m'en dire quelques mots ? Alors, on est en plein dans le sujet. La barquette plastique, pour nous, c'est la solution à l'opaque. Elle présente entre 80 et 95% de carton. La barquette carton, hein. La barquette carton, Ouais. qui est notre alternative à la barquette plastique, avec un liner, donc qui garantit les mêmes spécifications en termes de microbio ou en termes de DLC. Barrière à la graisse, barrière à l'humidité, barrière à l'oxygène. À l'humidité, et donc on arrive à... Et tout à fait. C'est du plastique. Plastique, c'est la meilleure Mais c'est du barrière plastique sur lequel, avec une très fine épaisseur, on vient thermoformer sur une barquette carton qui donne le corps. Le point essentiel, il est que l'économie, aujourd'hui, lorsque vous avez le contenu qui prend 20%, il est compliqué de mettre 3 fois le prix dans une barquette carton par rapport à la barquette plastique. C'est la première des choses. Puis la deuxième des choses qui ne nous aide pas, c'est la régulation, la législation, qui, on l'a vu sur les fruits et légumes, a fait un pas en avant, on interdit le plastique, un pas en arrière, on le remet. Et aujourd'hui, ça s'appelle la PPWR, Paper Packaging Waste Reduction, qui n'est toujours pas claire et qui ne nous donne pas la visibilité pour demain. Le consommateur la veut, les entreprises le veulent, mais aujourd'hui, non seulement il y a un flou artistique sur la loi, mais en plus, on se retrouve avec un gros différentiel économique. Donc il y a eu en fait la loi AGEC qui allait dans le bon sens, Oui. et puis il y a ce règlement européen qui, je crois, doit être voté en version finale dans pas longtemps. Là, et Il a été adopté. Ça y est, c'est adopté. Il a été traduit. Et donc il va entrer en vigueur en début 2025, c'est ça ? Oui. Ok. Et donc là, pour le coup, ça ne va pas dans le bon sens. Ça reste toujours très nébuleux. Et aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est quand même beaucoup plus de clarté, parce que qu'est-ce qu'une barquette hybride ? Qu'est-ce qui est recyclable, recyclé ? On parle de PP, de PS, de PET. On a des filières, tous les pays ne sont pas à la même page. Et aujourd'hui, ce n'est pas encore suffisamment clair par rapport à ce que le consommateur peut identifier facilement. Et donc ce produit à l'opaque, je crois vous me disiez, il est 2 à 4 fois plus cher qu'une barquette plastique. C'est exactement ça. Jean-Marc Lebard disait tout à l'heure 3 à 6 fois, donc là c'est Ça plutôt dépend 2 à des 4 cas, fois. oui. Parce que Dépend de la barquette ça plastique dépend en face aussi. Ça dépend aussi de la barquette en elle-même, mais il faut compter ça. Il faut compter 2 à 4 fois plus cher pour avoir une barquette qui présente des avantages. Elle peut être imprimée, oui, mais qui présente aussi des inconvénients. Le premier étant un gap économique qui est non négligeable. Et puis je crois qu'il y a aussi un autre aspect qui est qu'il faut que les industriels adaptent leur chaîne de fabrication pour pouvoir remplacer la barquette plastique par une barquette carton. Alors aujourd'hui, il faut surtout l'intégrer dans le flux, parce que vous ne stockez pas une barquette carton comme vous stockez une barquette plastique en termes d'humidité, mais aujourd'hui, on arrive à passer sur les mêmes lignes de conditionnement. D'accord. Et si vous pouvez Jean-Marc Lebard, juste sur ce sujet, de toute façon, aujourd'hui, les acteurs sont des acteurs avec un raisonnement économique. Je vais citer un cas qui sont les emballages de fruits et légumes. La loi AGEC avait interdit les barquettes plastiques jusqu'à 1,5 kg. Ouais. Les transformateurs qui emballent les fruits et légumes ont changé leur chaîne d'emballage pour passer sur des barquettes carton. La loi AGEC a été mise en cause par les sages qui l'ont fait tomber. L'écart de prix est tel que les types disent on préfère que notre nouvelle chaîne d'emballage, on la mette sous bâche, qu'on reprenne la vieille, pour récupérer. Parce que de toute façon, ils sont portés par le mouvement économique. Et donc, ça pose des problèmes pour des cartonniers, ce n'est pas votre cas, mais on a des grands cartonniers qui s'est lancé énormément là-dedans et qui vont souffrir.
Très bien. Eh ben, messieurs, on arrive au terme de notre échange. Un grand merci d'y avoir participé. Merci à vous. À vous tous, merci de nous avoir suivis. Dans 5 minutes, on démarre notre prochaine table ronde. On va parler d'offset et de la place de l'offset dans l'impression d'emballage. On démarre dans 5 minutes. Restez avec nous.